Les courgettes, on peut encore semer pour avoir une récolte fin d'été, automne. Il est temps quand même, mais bon, c'est faisable. Les potirons, à mon avis, c'est un peu trop tard parce que ça met beaucoup plus longtemps à avoir des fruits. On peut encore essayer, mais à mon avis, c'est un peu tard. Mais les courgettes, ça peut très bien aller. Il faut savoir maintenant que les plants, qu'on est en pleine récolte maintenant, qu'on commence à plus savoir quoi en faire. Les plants, ils vont un peu devenir vilains. Les feuilles vont souvent attraper le blanc, ils vont périr, etc. C'est pas le moment d'arracher les plantes, sauf si vous avez besoin de la place. Laissez la plante sur place. Vous pouvez éventuellement couper les toutes vieilles feuilles vilaines, pas trop vite, hein. Il faut continuer la photosynthèse, parce que s'il n'y a plus de feuilles dessus, la plante va mourir, hein. Donc, une fois que vous voyez que les nouvelles feuilles viennent, coupez les anciennes feuilles, et vous allez avoir une deuxième récolte. Et pour ceux qui n'ont pas envie de faire tout ça, ben, on peut éventuellement réessayer un semis. Donc un semis, il faut minimum 20 degrés, hein, pour les courges. Bon, ici en été, il y a moins de soucis, hein. En hiver, c'est parfois plus dur. Voilà. Donc le plus qu'on coupe, c'est comme les haricots, hein, le plus qu'on coupe des fruits, le plus qu'il y en aura. Hein, si on les coupe petits, on n'a pas de la perte de ce qui est au milieu avec les graines, donc on peut tout manger. Si on les laisse grossir, là on obtiendra 2-3 courgettes par plante, mais qui conserveront plus longtemps en hiver. Donc c'est un peu un choix. Souvent on en laisse une paire grossir, et bon. Souvent on a aussi exagéré dans le nombre de plants, hein. Ça dépend combien qu'on en mange, combien qu'on est à la maison, mais souvent on met trop de courgettes. Ça prend quand même la place de la table ici, hein, plus même qu'un mètre carré parfois. Donc, raisonnez un petit peu, raisonnablement, je dirais, quand vous plantez. Il ne faut pas en mettre 10. À mon avis, c'est un peu beaucoup. Bon, chacun il fait ce qu'il veut, hein. Alors, les mésophiles, c'est des navets sans navets. Donc, c'est des navets à feuilles, en fait, hein, qui ne gèlent pas non plus, qui donneront beaucoup de verdure. Donc c'est le moment, après qu'on a retiré les patates, si on n'en a pas mis des autres, ou qu'on a retiré les haricots, ou les petits pois, etc., quand il y a du terrain qui se libère, et qu'on n'a pas envie de mettre autre chose, qu'on a de la place, on peut mettre de la mésophile. Donc les toutes jeunes feuilles, on peut les manger en salade, encore une fois. On peut mettre les feuilles dans la soupe. Dans les ratas, c'est de la famille des choux, hein. Donc il y a les propriétés au niveau de nutriments des choux. Et au printemps, ça peut donner un petit navet. Bon, moi, je préfère le navet ordinaire pour le navet. Mais c'est aussi un engrais vert important parce que ça donne énormément de verdure. Celui qui a du mal à avoir beaucoup d'éléments pour faire des couvertures du sol et tout ça. Là déjà, toute l'arrière-saison, le sol sera couvert. Et au printemps, on peut faucher et laisser sur place. Et on a encore une fois une couverture. Bon, ça va périr assez vite, hein, ça va disparaître assez vite. On mélangeait peut-être avec un petit peu de paille ou autre chose. Voilà, donc toujours couvrir le sol, hein. On est l'été pour éviter l'érosion et l'évaporation de l'eau, couvrir. Soit avec des choses qui poussent, soit avec des choses qui ne poussent plus, mais qui ont poussé un jour. Hein, donc tout ce qui a été vivant auparavant, en principe, se décompose au sol. Et entre les tomates, vous pouvez mettre une couche, hein. Faut pas... Maintenant, on a souvent des tailles, de toutes sortes de choses. Ben, jetez ça entre les pieds de votre tomate, ça peut que faire du bien. Les navets, c'est juillet, août, septembre. Donc ceux de juillet vont donner des gros navets en automne, qui ne vont pas pouvoir rester dehors au gelé, qui vont éclater, qui vont périr, mais comme les carottes, on peut les mettre en silo
Bon, un silo, c'est un gros mot, hein. Ça peut être un grand seau, mettre une couche, un peu de feuilles ou de la paille ou du foin, etc. et continuer, pas fermer. Pourquoi un seau et pas par terre? Si vous avez des rongeurs, ils adorent ça aussi. Donc dans un seau, ils auront un petit peu plus dur. Vous pouvez mettre encore un petit grillage au-dessus éventuellement si vous êtes embêté par ce genre de problème. Donc, juillet, ça sera ceux pour fin d'année, avant la fin d'année. Ceux de août seront pour jusqu'au milieu de l'hiver. Et ceux du mois de septembre seront des tout petits navets qui ne vont pas geler du tout. Ceux du mois d'août vont déjà résister un peu plus aussi. Et ceux du mois de septembre ne vont pas geler du tout, mais ils seront tout petits à l'entrée de l'hiver. On les laissera et on va les consommer avant qu'ils montent en graines. C'est toujours très bon à manger cru. Quand ils sont encore jeunes, ils sont beaucoup plus savoureux. Quand ils sont un peu plus vieux, ben, ils sont un tout petit peu moins savoureux, mais cuit à ce moment-là, ça devient délicieux, avec un petit peu de miel, rissolé avec d'abord cuit à l'eau, puis rissolé avec un petit peu de miel, c'est un dessert. Voilà. Et ça coûte aussi très cher. 3-4 petits navets au printemps, ça coûte la peau des fesses, on va dire. Oui, ça devient du luxe. Comment? Ça devient un légume de luxe. Ah oui, c'est un légume de luxe, pourtant c'est un légume qui ne demande pas beaucoup et qui préfère encore les terrains pas trop riches. Parfois on a du mal à avoir des navets, on a beaucoup de verdure et pas de navets. C'est aussi souvent parce qu'ils sont trop serrés. Donc c'est comme les radis aussi, hein. Trop serrés, on a beaucoup de verdure et on n'a pas... Ouais, il ne faut pas hésiter à éclaircir, hein, Ouais, sinon on n'aura jamais de navet. Il faut ça dans tous les sens, et c'est là que vous allez avoir le plus beau. Bon, s'ils sont un petit peu plus près, ils seront un petit peu moins beaux, mais mettez bien de la distance. On peut semer aussi large. Oui, Au lieu de dans un trait, un petit sillon, c'est de semer large et plus en surface. Et là, vous avez par exemple une bande de 15-20 cm, ben voilà, ils seront déjà éparpillés naturellement. Ils auront déjà l'air sur le côté de la ligne aussi. Voilà, les navets, les chicorées-scaroles, pas oublier. Il y a les scaroles, les endives, les frisées, etc., qui gèlent à -1, -2. Donc ça c'est à semer, on peut commencer assez tôt, on peut encore en ressemer un peu plus tard, mais à commencer dans les premières pour avoir des belles endives, des belles scaroles en automne, hein, début d'hiver. On peut les couvrir avec des boîtes d'isomo, avec un seau, avec des cartons, avec quelque chose. Si on prévoit un petit peu de gelée tôt, hein, parce que sinon c'est quand même dommage, ils sont si beaux. Et on ne sait pas les manger en 2 jours avant que les gelées sont là. Donc couvrir, ça peut aider. Mais sinon, il y a les sauvages qui ne gèlent pas. Et il y a les cornets qui gèlent moins vite. Et surtout le cornet de Bordeaux, qui est un petit peu plus résistant au froid. Et ça, moi je suis très content des cornets, et Michel aussi, parce qu'il en a déjà parlé. Et encore une fois, j'en mets dehors, et j'en mets dans la serre froide, et je les couvre en cas de gelée. Donc j'ai toute une série de seaux, avec toute une série de briques, que je mets, donc il faut les mettre à distance, que tu sais mettre le seau au-dessus aussi. Hein. S'ils sont trop serrés, ben, le seau il va piétiner l'un l'autre. Ou des grandes caisses, c'est souvent des caisses de poissons là, en isomo, qui sont hauts comme ça, que je mets dessus. Là il y a encore une paire de trous, donc il y a une petite aération. Avec quand même une pierre dessus pour le vent, ne pas les emporter. Et j'ai des scaroles, des cornets, des scaroles, de octobre, je dirais, jusqu'à mars-avril. Mars-avril, c'est dans la serre. Et les autres, c'est plutôt dehors.
Quand ils ne gèlent pas comme l'hiver passé, dehors, ils resteront aussi tout l'hiver. Comme les de Bordeaux, c'est le 23,030. Sinon, les chicorées, c'est de 19 à 24,085. Donc, il y en a beaucoup. Bon, les chicons, à mon avis, c'est un peu tard. Ouais. On peut encore essayer, mais normalement, c'est le mois de juin. Si on essaye, il faudra y aller vite, parce que c'est aussi parfois difficile à faire lever. Ils ont besoin de chaleur pour lever, hein, mais bon. Après, les carottes seront peut-être trop petits pour faire nos chicons en hiver. Pour revenir aux scaroles en cornet, c'est intéressant de les semer parfois un peu plus tard pour mettre en serre froide, parce que la feuille est déjà un peu plus épaisse, donc elle résiste mieux au froid, parce que dans une serre, ça peut geler aussi. Et alors, ça fait une belle pomme, presque comme un pain de sucre, pas si haut, mais ça fait comme une grosse laitue bien paumée, là, et un peu frisée comme ça. Et c'est vraiment, pour fin d'hiver, comme ça, c'est excellent. Voilà. Moutarde d'épinard. Excellent à couper, entre autres, dans la salade. C'est un peu piquant comme ça. Ça donne du goût, ça ne gèle pas. La famille des choux. Il n'y a pas d'acide oxalique dedans non plus, malgré que ça s'appelle épinard. Parce que les épinards, surtout les épinards vivaces, patience, peut se charger éventuellement en acide oxalique qui n'est pas très bon pour certaines personnes, qui n'est pas très bon d'en manger beaucoup pour tout le monde. Mais l'épinard perpétuel patience ne fait ça qu'après une paire d'années qu'elle est sur place. Et le plus qu'elle reste plus longtemps, donc plusieurs années sur place, le plus qu'elle sera chargée en acide oxalique. Donc ça veut dire, malgré que c'est une plante vivace, tous les 2 ans, 3 ans, il faut essayer de remettre des nouveaux pieds et liquider les anciens. Voilà. La roquette ne gèle pas non plus. Donc c'est quelque chose à faire des semis successifs jusqu'à peu près le 15 septembre. Donc là, on va consommer les feuilles. On peut consommer les fleurs. Hein. Dans toute la famille des choux, les fleurs sont comestibles, sont parfois très bons aussi, hein, et ça décore. Mais même quand elles montent en fleurs, il y a encore sur les tiges des feuilles qui viennent, ben, vous pouvez encore manger les feuilles. Hein. Ça n'empêche pas. Mais souvent, tous les 3-4 semaines, il faut ressemer parce que, surtout s'il fait fort chaud, ça monte. Et quand on sème au mois de septembre, ça sera celle qu'on aura au printemps. Voilà, les salsifis. C'est une vivace aussi, donne des petites racines blanches et du feuillage au printemps qu'on peut consommer, donc éventuellement. Les petites racines aussi que se cuisinent. Bon, je ne vais pas faire un cours de cuisine là-dessus. Les scorcenaires, ça ressemble, quoique là, c'est une grosse racine noire qui se mange après 1 an et demi à peu près de semis. Donc c'est quelque chose qu'on mettra sur une longue période dans le jardin. Donc prévoir, si vous voulez mettre ce genre de choses, que ça peut rester là, ça ne va pas gêner. Quand ça commence à monter, ça devient fibreux et ça redevient consommable par après. Donc ça peut rester comme vivace, mais bon, souvent on les met et 1 an et demi à peu près après, on va les consommer et on refait un nouveau semis s'il faut. Planter le poireau, c'est le moment. Ça peut déjà avoir été fait. Il ne faut pas trop tarder parce qu'un poireau met quand même très longtemps à pousser si on veut avoir des beaux poireaux. Pas parce qu'ils sont plus gros. Ah ouais, ouais, ouais. Bon voilà, notre ami Fabrice est occupé de prélever les plants de poireaux. C'est presque des poireaux prêts pour la soupe d'ailleurs. Il y a tellement plu qu'ils sont devenus énormes. Alors ça nous a empêché aussi de repiquer puisque le terrain était impraticable. Mais bon, je pense qu'ici, maintenant ça va. On les planter. Pour les planter, ouais. Ouais, c'est un peu humide, mais ça va. Pas planter trop profond, mais plutôt buter. Parce que le poireau est très gourmand
Et dans la couche de 5 cm supérieure, c'est là qu'il y a le plus de nutriments. Donc en accompagnant de la terre d'à côté qui est aussi les 5 premiers centimètres, ça reste de la terre bien nourrissante. Et alors, entre les lignes, couvrir. Bien, voici déjà 3 lignes de poireaux repiqués. Donc on les voit à peine à travers le paillis. Donc ils sont bien protégés. Donc garder l'humidité dans le sol, fournir de la nourriture aux micro-organismes du sol. Et tout ça, les poireaux devraient se développer en harmonie avec les champignons, les bactéries qui sont dans le sol. Petits échanges qui se font entre les racines des plantes et le sol, les champignons, les bactéries. Tout ça, ça contribue à alimenter les plantes. Ici, en l'occurrence, nos légumes. Pour garder l'humidité, parce que le poireau aime bien, il pousse lentement, comme je disais, mais quand même vite. Hein, c'est quand même ça devient une grande plante quand même. C'est surtout au début, hein. Quand on sème, Surtout au début, à partir du semis, c'est lent. Ouais. Mais une fois qu'on plante, bon après... ça va plus vite. Ouais. C'est quoi l'espace entre chaque poireau? 10 cm. 10 cm, 15 cm. Et si vous êtes un petit peu pointilleux, bon, quand les poireaux sont fort petits, on voit moins bien, mais le poireau pousse comme ça, ouvert. Donc, si on le met que les feuilles vont se croiser, c'est peut-être moins bien pour le poireau. Si on les met, c'est plus long, hein. Si vous en avez que 100, en fait, bon, ça prendra 5-10 minutes en plus. Les mettre que les feuilles vont sortir comme ça. Pourquoi pas? Hein, donc ils seront... Oui, les feuilles se développent dans un plan, Ouais. de chaque côté. Donc c'est pas dans tous les sens. Hein. Et souvent, quand on plante, on les met n'importe C'est un détail. comment. Mais bon. Mais bon, quand on a le temps, pour un amateur, c'est... Et entre les lignes, 20? Si vous semez des carottes, il faut au moins 60, 70, 80. 70 pour les Français, c'est 70. Parce que j'ai eu un commentaire qui disait « Ah, c'est bien que vous parlez aussi un peu en français. » Donc voilà. Et encore une fois, pour maintenant faire un parc, c'est pas intéressant, quoique 2 lignes de poireaux peuvent être couverts avec un filet anti-insectes. Tandis qu'une ligne, c'est un peu juste pour mettre un filet au-dessus. Donc je dirais, mettez 2 lignes. Si vous mettez rien entre deux, il faut au moins, je dirais, 30 cm. 40, c'est peut-être encore mieux. Maintenant, quand on recouvre entre les lignes, Ouais. on ne sait plus les boucher là après. Si. Oui, il faut retirer ce qu'on a mis. On peut buter et couvrir après. Ouais, c'est après qu'on a buté. Après qu'on a buté, on mais peut couvrir. avant, on ne sait pas. Avant, c'est plus compliqué, ou bien il faut que c'est quelque chose qu'on sait tirer. Je pense par exemple à la consoude, qui fait souvent des longues tiges. On peut coucher dans, même parfois moi, les tailles des arbres, je mets entre deux, et on l'a vite retiré, on met sur le côté, on peut buter, et on remet un peu. Ouais. Bon, si on met un paillage avec des fins petits machins, ça va pas aller. Avec du broyat ou des choses comme ça. Ça, c'est après à la deuxième. Hein. Et pour les poireaux, peut-être pas pour les carottes, mais si on met les carottes entre les poireaux, on n'a plus beaucoup de place pour couvrir encore. Hein. Mais sinon, un peu de fumier pour les poireaux, ils vont aimer aussi. Hein. Un poireau est gourmand au niveau de la nourriture. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est mettre par exemple 2-3 lignes de poireaux, que vous puissiez les buter, et puis laisser un espace avant de remettre 2-3 lignes, et de pouvoir faire des semis intermédiaires là. Ouais, ça peut être de la mâche, ça peut être des carottes. Voilà. Donc si on travaille avec des filets, c'est peut-être mieux de ne pas mettre qu'une ligne, c'est peut-être mieux d'en mettre au moins 2.
Si on met des carottes entre deux, c'est encore mieux. Voilà. Un truc, à partir du 15 juillet, donc on est bientôt là, on peut jusqu'au 15 septembre semer des oignons hâtifs. Donc dans les oignons à semer, il faut regarder à côté des variétés et c'est marqué hâtif. Ça se fait aussi en barquette, qu'on va aller repiquer après, mais pas comme le poireau, mais le poireau déjà on ne met pas en profondeur. Non plus on ne met pas en profondeur, mais on ne va pas aller les buter. Donc un oignon ça pousse au-dessus du sol. Hein. Un poireau est enterré, si on veut du blanc, il faut absolument buter. Donc ça ne gèlera pas. On aura des oignons à manger frais déjà en mars-avril, mai. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être mis dans la serre aussi. Maintenant, au mois d'octobre, souvent on a aussi les petits oignons ici qu'on vend donc déjà en oignonnais, qui passent l'hiver en serre, qui poussent déjà très bien en serre. Et dehors aussi. Hein. Et dehors aussi, et qui donnent de bons résultats. Il ne faut pas semer ceux qui ne sont pas marqués hâtifs, parce que vous n'allez rien gagner. Vous les récolterez comme si que vous les semez au printemps. Donc autant les semer au printemps, vous ne risquez pas les limaces, les oiseaux, les chats qui grattent dedans, etc. Mais c'est quelque chose à faire. Et les oignons semés sont souvent plus gros et plus beaux que les oignons qu'on plante. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a sûrement d'autres choses que j'ai encore oubliées, hein, mais c'est déjà pas mal, je pense. Et ça sera plus ou moins l'heure de passer le relais à Michel. Je ne sais pas s'il y a des questions. On n'en a pas du tout parlé. Les asperges occupent le terrain à pas grand-chose pendant un long moment. Qu'est-ce qu'on peut mettre en association? La mâche, par exemple. Pas quelque chose qui devient trop grand et trop gourmand, quoi. Peut-être les légumes, s'il y a assez de place. S'il ne fait pas trop chaud, mais bon, ça peut être un peu plus tard à ce moment-là aussi. J'ai mis des fraises. Ouais, je sais pas. Une fraise prend plus la surface. Une fraise n'a pas de racines en profondeur, hein. Elle est plus en surface. C'est pour ça qu'il ne faut jamais passer avec un outil entre les fraises. Parce que vous coupez toutes les racines. Donc s'il y a du cruau, il faut le tirer ou le couper avec son ongle. Les racines peuvent, ça dépend de quelle mauvaise herbe sauvage il s'agit. Certains repoussent, d'autres ne repoussent pas une fois qu'on les coupe au niveau du sol. Les fraisiers qui ne sont pas remontants, donc qui donnent une production une fois par an. Après, quand les feuilles commencent à devenir un peu vieilles, on peut couper les feuilles. J'attendrai encore que les grosses chaleurs seront parties, au mois de fin août-septembre peut-être, et vous allez avoir des nouvelles feuilles qui vont venir avant l'hiver. Ils aiment bien aussi un peu de compost. Et j'avais une fois parlé, c'est en France qu'ils avaient fait l'essai, eux ils compostaient avec de l'ancien terreau, donc du terreau qui a déjà été utilisé, et ils disaient que c'était le meilleur résultat. Sinon un compost, si on fait encore un tas de compost à côté de son compostage de surface, un peu de compost, un peu éventuellement de fumier séché là, en petits granulés, ou un engrais organique, ils vont être contents et ils vont se refaire une santé pour savoir produire correctement au printemps prochain. Bon, les autres, bien sûr, on ne va pas couper les feuilles pendant qu'ils produisent. Hein. Les remontants, ils vont commencer, ou ils commencent déjà maintenant à produire des fraises. Donc là, on attendra. Le plus vite possible aussi, si vous avez des stolons, surtout pour les fraises non remontantes, le plus vite possible les mettre en place définitif,
ou alors travailler avec des godets, éventuellement enterrer un godet pas loin du plan de mer et diriger le gourmand dedans, c'est pas un gourmand, un stolon, dedans qui prend racine dans votre pot. Après, quand vous allez les transplanter, ils vont moins souffrir de la transplantation. Essayez de ne pas avoir la racine nue. Eh bien, ça peut se faire. Dans le commerce, parfois, on les trouve à racine nue. À mon avis, s'il y en a possibilité, quand on les déplace, essayez d'avoir une matte de terre avec et plantez-les comme ça. Si on les replante plus tard et au printemps prochain, les non-remontants vont donner une petite récolte. Tandis que ceux qu'on... Normalement, c'est en juillet, le meilleur moment de faire une nouvelle fraiseraie, des fraisiers à récolte unique au printemps. C'est assez rare d'avoir déjà les stolons en juillet. Ouais. Avec les sécheresses, ça devient compliqué. J'ai vu que ça commence déjà. Ouais. Ah oui, cette Commence année, à en avoir. on a eu un peu d'eau quand même. Ouais, on a eu de l'eau. Et si on a une couverture du sol, c'est quand même toujours aussi plus humide. Et les racines, ils passent en travers. Alors, on a peut-être plus dur à ce moment-là d'avoir de la terre avec. Quand il fait chaud et sec, la plante mère, elle n'aimait pas les stolons, hein, c'est ça. Elle survit, donc elle a du mal. On dit que ça épuise la plante mère. C'est vrai au départ, mais après les stolons, ils rendent aussi. Donc il y a un va-et-vient dans la tige entre la mère et les petits. Il est petit, donc c'est pas très grave. Si maintenant on n'a pas du tout besoin de nouveaux plants, on peut couper les stolons qui poussent. La plante mère va peut-être se développer davantage. Et si on garde les stolons, on peut tous les garder ou le premier? On garde les plus beaux. Ça n'a pas d'importance que c'est le premier et le dernier. Les plus beaux, ceux qui sont mieux enracinés. Je sais que dans le temps on disait ça, il faut prendre que le premier. Ouais, moi je fais ça. Ah ouais. Je prends le premier, Le premier. quand je vois que le stolon continue, hop, je te coupe au premier. Ouais. Et après je le mets dans un pot Ouais. et je mets un petit cavalier au-dessus. Ouais. Parce que des fois, ils sont Et plus souvent, le premier est le plus beau parce qu'il a poussé en premier. Hein. Oui, oui, oui. Mais c'est pas pour ça que les seconds, ils seront moins beaux. Ils seront un peu plus tard, mais bon, voilà. Oui, ils seront un petit peu plus tard. Et toi, il ne va pas émettre encore de l'énergie pour produire un suivant et un suivant. Oui, oui. Donc il sera peut-être un peu plus costaud. Mais pour autrement, ce n'est pas très important. Les plus beaux seront les meilleurs. Parfois le premier ne sait pas trop s'accrocher dans le sol et le deuxième s'accroche mieux et il devient plus beau. Donc, si on a le choix, prenons les plus beaux. Je voudrais savoir par rapport à la tourbe. Ouais. J'ai acheté de la tourbe ici il y a quelques années, je ne m'en sers jamais, sauf à l'automne dernier, j'ai fait mes Chicon. non, des betteraves rouges. Je les ai mis en silo dedans, j'ai tout perdu, complètement desséché. Donc, Oui, mais la tourbe était certainement complètement sèche. Ça il y a longtemps, c'est pour ça. Non. Qu'est-ce Donc, qu'il faut il faire faut- avec la tourbe? Vous la T'as des remouillez. plantes acidophiles? Comment? Vous la remouillez, vous mettez par exemple dans une brouette et vous mettez de l'eau. Oui, Ça mais va après, je m'en regonfler. sers pourquoi? Si tu as des plantes de bruyère, Ouais. des T'as des, rhododendrons, ouais, des choses des comme ça. hydrangéas et tout ça. Ah bon, Les voilà. hydrangéas. Tu les mets Vous autour mettez au-dessus du... du sol, Ouais. autour, un peu. Il ne faut pas mettre une couche, mais vous paillez avec un peu de tourbe. Mais l'échec, c'est à cause de la sécheresse. Hein, Ouais. que Mais la tourbe la sèche, tourbe était trop mais sèche. très longtemps s'humidifier. Ouais. Ça peut durer une Ah ouais. semaine. Hein, Ouais, donc, ouais, c'est ça. elle est humidifiée. Déposez dans une brouette et vous mettez, remplissez d'eau, vous verrez, ça va. On va gonfler. Ouais, lentement. Et après tu vas mettre... Si vous avez des métillés, ils aiment bien aussi. Et éventuellement, si vous ne savez vraiment pas quoi en faire entre les pommes de terre peut avoir une terre un peu acide. Les fraises aussi, mais je ne mettrai pas. Non. Je ne pense pas que tu auras un bon résultat. Non, je mets hydrangéas. Ou essayez de trouver quelqu'un qui est intéressé, qui sait l'utiliser.
Mais ça n'a aucune richesse, hein, l'atome n'a aucune non. richesse. Ça- Il y a des fibres, mais c'est tout. Échange avec je quelqu'un vais qui te faire donne un sac de terreau à la place ou... J'ai encore une question Oui, pour vas-y. l'un ou l'autre. Pour les courges, comment, bon, j'ai des courges qui ont fait des trucs d'un côté et de l'autre. Hein. J'en ai deux par exemple pour un pied. Je dois déjà couper ou bien comme pour la taille de Tu as ces déjà courges. des fruits. Oui. Oui, ben laissez au moins 2 feuilles après le fruit. Voilà. Et vous pouvez couper si vous en Et avez puis ça assez. va ressortir d'ailleurs Ah, il y s'ils veulent aura, encore faire oui, C'est des courges ou des melons? des courges. Courges. oui, ben ça va ressortir, Rien faire. ben vous le coupez. Il ne faut pas fait- laisser trop longtemps courir le truc, il va faire perdre de l'énergie, non? Non, non, non. Et là aussi, il y a des points d'ancrage au sol. non. Il y a des petites radicelles qui se forment aussi hein, et qui alimentent aussi la liane. Dans C'est les surtout pour Euh, ne pas perdre de la place quand on les Ouais. taille. Mais Ça sinon, il ne gêne. faut pas tailler, c'est pas grave. Ou si par exemple vous les avez mis tard et vous dites tiens, les derniers vont plus arriver à terme, alors là vous raccourcissez, vous dites tiens j'ai autant de fruits, c'est bon, je vous coupe. Mais il y a des Voilà. limites, d'habitude ils ne donnent pas tellement de fruits. Sur les petits margines, par exemple, il n'y a pas tellement de fruits. Ah, souvent 2, 3, Oui, voilà. Donc, c'est Comme pour des ça. luternues. 2, 3, 4 parfois, ça dépend. Alors, donc à quel moment je coupe pour dire que ça donne de la puissance aux fruits et non pas sur les Ah ben, qui poussent. dès que vous avez minimum 2 feuilles, même 3, après le fruit, vous pouvez couper la tige. Et après, quand il y a Toujours des 2 gourmands feuilles qui après le viennent, vous fruit. pouvez laisser une feuille ou 2 et couper encore une fois. D'accord. Bon, ici, vous avez certainement vu, ça c'est la fleur de l'ail des éléphants, qui, bon là elle n'est pas ouverte, mais c'est une qui avait été cassée jeudi passé, et elle est restée comme ça dans la serre, par terre. Je l'ai ramassée, elle est encore impeccable. C'est très beau, ça ne donne pas, en principe, pas de graines fertiles. Ça va jaunir par après la tige, la boule va plus ou moins rester au-dessus, et on va les récolter au mois d'octobre. C'était une question déjà que vous aviez posée avant à Réunion, et j'ai En pas octobre? pensé. Bien avant. Oui, septembre, octobre. Voilà. Ça peut même rester sur place. Mi-août, hein. Oui, Mi-août, déjà. ah, ouais, Moi, ouais. je les ai enlevés. Ils sont tout jeunes. Ah, ils sont déjà toujours. Parce qu'ils ont eu sécheresse alors. Oui. Et d'habitude, et on voit ça à la boule justement, bon ici elle est déjà un peu déclose, mais souvent elle est violette. Et tant que les abeilles et les insectes viennent butiner, c'est que la fleur elle est encore belle et que les bulbes, enfin les cailleux ne sont pas conformés. Et une fois que la fleur commence à sécher et ça désintéresse les insectes, c'est signe que les cailleux, la tête est formée. Et souvent, en règle générale, c'est à partir de mi-août. Alors que l'autre ail, c'est avant, hein. C'est même en juillet. Hein. Et on replante quand, à nouveau? Ah ben, en octobre, comme l'autre. Oh, pareil. Ouais, ouais, ouais. On enlève et on replante tout de suite les secondes. Ben, moi, je l'enlève à partir de mi-août. Donc, Ah oui, ouais, octobre. donc, ouais. Et ça n'empêche pas, hein, on peut enlever et remettre. On peut remettre tout de suite. Et si on laisse sur place, ah ben, il y a la touffe qui vient de plus en plus grande. Parce que chaque cailleux va donner une tige. Alors ça devient de plus en plus... Vous allez avoir un paquet. Mais les cailleux deviendront un peu l'un sur l'autre et ils se développent moins. Mais contrairement à l'ail ordinaire, on plante à 8 à 10 cm Ouais. de profond Un peu plus profond parce que sinon la tige, elle culbute. aussi. Et tu mets des Avec, algues des marines grosses dans le fond de fleurs. ton trou. Tu mets des algues marines dans le fond de ton trou. Bon. Oui, tout le temps. Moi, je fais toujours ça. J'ai l'impression que c'est quand on laisse le bulbe sans le déterrer qui va pousser les autres années, qu'après il y a des petits cailloux qui se forment. Voilà. Donc les petits cailleux, donc on a les cailleux principaux et en dessous il y a encore des petits cailleux qui se forment et souvent ceux-là nous échappent en fait lorsqu'on récolte. Et parfois bon voilà on décide de planter ailleurs et l'année suivante il y a plein de trucs qui repassent. Ben, c'est les petits cailleux qui reforment, mais vous n'allez pas avoir des beaux cailleux la même année. Mais l'année d'après ça va refaire des beaux cailloux. Parce que les Donc il ne faut pas les jeter. Hein, c'est- Les premières années, il n'y avait rien qui se poussait. Et maintenant, quand je les retire, je vois qu'il y a. J'ai Ah ouais, un ouais, petit que je loue bien ça va, mais je ne peux pas oublier. Ouais, mais ils sont tellement petits que ça tombe dans le fond et ouais, ça nous échappe. Hein, mais allez, c'est pas perdu. Hein, bon. Ah, voilà, on va dire.
Ici, aujourd'hui, on va planter des petits cailleux d'ail. Donc, on peut voir ici l'ail éléphant qu'on a récolté au mois d'août. Donc, les cailleux, c'est vraiment gros calibre. Voilà, ça, c'est une partie d'une tête. On a déjà, donc, entre 4 et 5 cailleux comme ça autour d'un plant. Et ici j'ai un peu sélectionné tout ce qui était très petit, et entre autres les petits cailleux qui se trouvent en périphérie des têtes. Et souvent ces petits cailleux nous échappent et restent en terre, et au fil du temps ça repousse. Donc en fonction s'ils sont été enterrés profondément ou bien si ils sont à bonne profondeur, ben voilà, regerme. Et c'est comme ça qu'on retrouve un peu des pousses d'ail éléphant un peu partout dans le jardin où on a cultivé l'année d'avant. Et ici le but c'était peut-être de voir un peu combien de temps ça met pour avoir de beaux cailleux. Je pense qu'il faut 2 ans. Donc ici on va les replanter en ligne. Je vais même sélectionner d'un peu plus grand. Voilà, on va un peu voir ça et on va planter ça en ligne près de la Grande Serre. Et ainsi on pourra juger du résultat. Donc c'est intéressant d'avoir ce type d'ail parce qu'il n'est vraiment pas malade du tout. Donc il n'y a pas vraiment de rouille. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas de maladie. Voilà, voilà, j'ai préparé un cordeau là. Et on va planter ça ici en pépinière à côté de la Grande Serre. Voilà, la plantation des petits cailleux d'ail éléphant. Donc ici on peut voir, donc ici il y a 20 cm entre chaque cailleux. Et alors je fais une double rangée, donc en quinconce, donc ici au milieu. Donc ça fait aussi à peu près 20, comme ça, 20 dans tous les sens. Bon, j'ai déjà avancé un petit peu. Donc il faut simplement les enfoncer dans le sol. Bon, on peut montrer ça. Voilà, ici. Voilà, toujours bien la petite pointe. Donc voilà, on peut voir. Donc ça c'est le sommet avec le germe, et en dessous, voilà, là il y aura le départ des racines. Donc c'est un peu, c'est pas toujours très visible. Voilà, donc, ouais, la petite pointe on la reconnaît bien, tandis que les racines sont vraiment pas sont pas encore apparentes, donc elles commencent pas encore à germer évidemment. Alors si on laisse ces petits cailleux trop longtemps à sécher dans des cageots, et si on replante au printemps, je crains fort qu'il y en a une bonne partie qui ne vont pas germer parce qu'ils seront déshydratés. Donc l'idéal c'est de pas trop tarder à les planter. Donc on plante ça avant l'hiver et c'est l'idéal. Donc tout le temps de s'enraciner pour redémarrer
quand l'hiver est doux, pendant l'hiver, et autrement, plutôt vers la fin de l'hiver, début du printemps, voilà, il y aura des pousses qui vont démarrer au milieu du caillou, donc à partir du germe. Bon, on va continuer ça et ensuite encore semer un peu de roquette. Donc ici, la roquette c'est aussi quelque chose qui pousse très vite, donc qu'on peut récolter. C'est un peu comme la pousse est un peu semblable au radis. Et voilà, les feuilles sont un peu piquantes, hein, mais très bons légumes. Donc on peut ajouter même dans les salades, pour ceux qui n'aiment pas trop le goût fort. Mais c'est très bon pour la santé, pas mal de vitamine C là-dedans. Bon, on va continuer ça.